Histoire de Jedi. En partenariat avec Yaniro. Créer une boîte, c'est beaucoup d'énergie. C'est une passion aussi. Parce que la passion, on parle du plaisir, mais la passion est une donnée importante. Donc moi, je suis une passionnée. Bonjour et bienvenue dans Histoire de Jedi. Je m'appelle Alexis Eve et je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et traversent 1000 épreuves avant d'accéder à leur destin de héros. Les coulisses de l'entrepreneuriat, c'est dans Histoire de Jedi. Bonne écoute. Bonjour Sandra. Bonjour. Donc on se retrouve ce matin autour d'un café pour discuter, échanger de sujets de ta vie d'entrepreneur. Une fois n'est pas coutume parce que on peut parler de ton expérience, de ton parcours bien au-delà de ton entreprise actuelle Yapukka. J'aimerais bien te proposer de te présenter brièvement selon l'angle que tu veux. Alors merci, oui, effectivement. Alors si je remonte, je suis marseillaise, je suis venue à Paris pour finir mes études. J'ai passé 11 ans chez Coca-Cola, donc une entreprise dans laquelle je me suis vraiment épanouie puisque c'était mes 11 premières années. J'ai fait du marketing, du commercial, de la négociation, du management, de la formation, beaucoup de choses. Et puis dans les années 2000, j'ai décidé de créer une entreprise. Donc j'ai créé Canal CE, qui est une plateforme de services pour les comités d'entreprise. Donc c'était très novateur en 2000. Belles années des startups, qui s'est transformé en groupe Calidea, un groupe qui est monté jusqu'à 200 salariés, 70 millions de chiffre d'affaires. Et j'ai adossé donc la société à un groupe industriel Up, donc chèque déjeuner, ex-chèque déjeuner, en 2016. Donc j'ai gardé l'entreprise 16 ans. Et suite à quoi, je fais aujourd'hui des conférences, j'ai des conseils d'administration et j'ai surtout recréé une société qui s'appelle Yapukka et qui est une plateforme de mise en relation entre des entraîneurs et des jeunes pour les accompagner dans l'exercice, le fameux exercice de l'entretien oral pour les concours d'entrée-école, stage et emploi. Donc non contente d'être multi-entrepreneur, d'avoir vécu la transition de l'entre-deux projet après un projet qui vraiment t'a passionné pendant 16 ans de ta vie, une autre partie dont on peut parler, c'est ton implication et ta passion pour la croissance, notamment au sein de Croissance Plus. Oui, alors effectivement, je suis une passionnée de la croissance. Il se trouve que j'étais déjà dans une entreprise qui était ambitieuse et qui nous mettait toujours chaque année des objectifs assez challenging, comme on dit. Et puis, quand j'ai créé, j'avais envie de devenir assez vite le leader au sein de mon marché. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être par ambition ou par volonté ou par un marché naissant, croissant qui se présentait à moi. Donc j'ai effectivement développé, fait des acquisitions. J'en ai fait 13 acquisitions chez Canal CE, Calidea. Et puis là, je recrée, en fait, je cofonde avec Valérie Falala. Donc c'est une autre aventure. Sur la première, j'étais seule. Sur la deuxième, je suis avec une de mes amies de 30 ans. Donc c'est aussi assez sympathique. Et on a aussi pour ambition de faire de la croissance. Et à côté, effectivement, de mon statut, on va dire, ou de ma position d'entrepreneur, je suis très impliquée dans l'écosystème, notamment chez Croissance Plus, où j'ai été 6 ans vice-présidente, parce que je trouve que être accompagné des entrepreneurs qui ont pour ADN principal la croissance, c'est assez incroyable, c'est fabuleux et c'est passionnant. Donc les discussions qu'on va avoir aujourd'hui va être très tournée autour de la croissance, mais pas que. Je saisis volontiers la petite virgule que tu as proposée sur la croissance, c'est quelque chose qui t'a toujours beaucoup intéressé dans ta vie d'entrepreneur et même avant, j'imagine, de manière un peu différente. D'où ça devient ou plutôt comment ça se manifeste? Qu'est-ce qui vraiment est un driver fort pour toi dans le sujet de la croissance, dans tes boîtes et pas que dans les tiennes, notamment via Croissance Plus? Alors, je pense que la croissance, d'abord, c'est une ambiance. Donc, c'est vrai que aussi bien dans cette première société chez Coca-Cola où on avait vraiment toujours comme ambition de faire plus de chiffres, d'avoir une part de marché plus importante, de faire plus d'actions, etc. Il y avait quand même cet ADN croissance que j'ai donc, moi, dupliqué, remis au goût, on va dire, de mon entreprise personnelle quand j'ai créé Canal CE. Et c'est vrai que je pense que la croissance, ça se décide dès le début. On peut tout à fait, et chacun a son ambition, décider de créer sa société avec comme volonté d'avoir juste soi comme salarié, d'être
en unipersonnel et c'est tout à fait légitime et je respecte tout à fait ça. Mais on peut aussi se dire, j'ai envie de créer un marché, de créer un vrai business en développant un nombre de salariés, de développer l'effectif, développer les ventes, développer peut-être l'international, aller chercher des nouveaux marchés. Voilà. Et je pense que ça implique effectivement une stratégie particulière. On ne peut pas dire j'ai envie de faire de la croissance et ne pas mettre les moyens qui vont derrière. Donc si on a un objectif de croissance, il faut mettre les moyens qui vont derrière. En général, c'est des moyens financiers, c'est des moyens humains, c'est des moyens techno, c'est des moyens aussi d'accompagnement, c'est du réseau. Enfin voilà, il y a un tas de techniques pour assumer cette croissance. Mais en tout cas, on ne peut pas dire je veux faire de la croissance et ne pas mettre les moyens derrière parce que ça ne fonctionne pas. Et donc très personnellement, on en parlait juste avant, la discussion que tu souhaitais qu'on ait et le sujet que tu souhaitais qu'on aborde, c'était quelque part, alors je te laisserai le formuler beaucoup mieux que moi, peut-on faire de la croissance sans être dans une caricature d'entrepreneur qui a absolument tout sacrifié, qui est au bout de sa vie, qui dort 1 heure par nuit? Est-ce que on peut, quel est le juste niveau de sacrifice? Parce qu'il y a quand même aussi une notion qui est existante. Quand on est totalement drivé par la croissance, mais qu'on souhaite quand même avoir une vie équilibrée. Alors moi, je pense que pour durer, il faut être équilibré. La première entreprise en fait, que j'ai créée, elle a duré 16 ans. C'est beaucoup. 16 ans à un rythme assez soutenu, puisque j'ai fait de from scratch, comme on dit, 0 à 70 millions de chiffre d'affaires, de 0 à 200 salariés. Donc ça implique effectivement une certaine stratégie, un rythme. Voilà, ça se fait pas tout seul. Donc effectivement, j'ai mis un certain nombre de moyens et j'ai toujours voulu être équilibré aussi dans ma vie par ailleurs, parce que sinon on s'épuise assez vite et on arrive au fameux burn-out. Il y a le bore-out aussi quand on s'ennuie, mais ça c'est pas le cas. Mais au burn-out où on est assez vite grillé. Et je pense que la santé du fondateur, de l'entrepreneur est clé. Si vous n'êtes pas dans cette dynamique-là et que vous êtes un peu épuisé, ça se sent. Si vous êtes en chute de morale, ça se sent. Et c'est pas vous qui êtes un petit peu fatigué ou un petit peu pessimiste, mais c'est toute l'entreprise derrière. Donc voilà, moi un jour quand je suis allée voir mon banquier, il m'a dit si je vous vois arriver un jour en soupirant, je vous coupe toutes les lignes de crédit. Je lui ai dit mais vous me verrez jamais dans cet état-là, ou alors je viendrai pas vous voir. Mais voilà, l'idée c'est d'être toujours en forme. Donc la santé c'est important. Et pour ça, je pense qu'il faut avoir une famille. Alors moi, quand j'ai créé en 2000, mes 2 enfants avaient 1 an et 3 ans, donc ils étaient plutôt en bas âge, on va dire. Et j'ai pas voulu non plus les sacrifier, loin de là, au contraire. Je les ai mis en position premier. Je m'en suis occupée, j'ai passé du temps avec eux. J'avais comme règle de ne pas travailler le week-end, par exemple, que j'ai tenu. J'avais comme règle de passer un déjeuner avec eux par semaine que j'ai tenu. Voilà, tout ça pour effectivement à la fois se ressourcer, à la fois prendre du temps avec sa famille et puis bien évidemment faire aussi un peu de sport, manger équilibré. Voilà, donc tout ça on essaie de tout faire. Alors j'ai pas dit et je ne dis pas que je fais tout bien. Voilà, bon, pour être très franc, je me suis aussi séparée de mon mari, mais on a effectivement gardé des liens très forts d'amitié, de complicité, d'admiration réciproque. Donc j'ai envie de dire on a réussi notre divorce. Voilà, et je suis bien dans ma peau et mes enfants sont très équilibrés puisque maintenant, effectivement, si vous faites un petit calcul, ils ont 19 et 21 ans, 22 ans d'ailleurs récemment. Et voilà, et tout s'est très très bien passé. Et alors, je vais profiter de l'opportunité que j'ai là parce qu'avec cette expérience qui est longue, qui est sur 2 entreprises différentes, sans compter l'entreprise dans laquelle tu étais salarié et la vision un peu méta qui est un peu liée à Croissance Plus, j'imagine que tu es devenue très très experte dans l'art justement d'équilibrer ta vie. Quand on sait que la croissance fait partie du tableau et que c'est un choix, parce que c'est ce que tu as dit, et donc la stratégie qui va derrière, de manière très concrète, au quotidien, tu nous as donné quelques tips, entre guillemets, de dire, bon bah voilà, je ne travaille pas le week-end, un déjeuner par semaine sera passé avec mes enfants. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'avec le temps, tu as raffiné pour justement t'assurer que cet équilibre soit le bon et tienne dans le temps ? Alors, c'est marrant parce que c'est une question qu'on pose beaucoup, comme tu l'imagines. Comment vous faites pour tout équilibrer? Comment vous faites pour vivre votre vie de femme, de maman, d'épouse, etc. Alors, je ne suis pas Wonder Woman, mais j'ai un petit tableau très simple en disant j'aime pas, ou j'ai de la valeur ajoutée, ou j'en ai pas. Et en fonction de ça, je fais mes choix. Alors, par exemple, le soutien scolaire,
j'aime pas forcément, je pourrais avoir de la valeur ajoutée, mais j'ai décidé de, comme on dit, le déléguer. Je rentrais pas à 7 heures pour faire les devoirs à mes enfants, parallélépipèdes, co. J'ai délégué cette chose-là. Après, il y a d'autres choses que j'ai pas voulu déléguer, que j'ai gardées. Le ménage, par exemple, c'est quelque chose qu'on volontiers on sous-traite parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Et puis moi, je suis pas quelqu'un de maniaque, donc les choses sont pas parfaites, mais si elles sont bien faites, ça me suffit. Voilà, on essaie aussi de se dire qu'est-ce qui est important, sur quoi je choisis mes combats. Et mon premier combat, ça a été d'être avec mes enfants et bien dans ma peau et bien avec eux très équilibré. Mon deuxième combat, ça a été de garder un tissu social, amical, et pas être tête brûlée ou terre brûlée en disant voilà, je ne fais plus que travailler et je ne vois plus personne. Mon troisième combat, ça a été d'être équilibré au niveau du sommeil, de la nourriture. Enfin, ça a l'air de rien. Alors, j'ai pris des kilos, par exemple. Ça, c'est pas grave. Je les ai perdus après, j'en ai repris. C'est un petit yo-yo sympathique. Mais voilà, on peut pas tout faire et être toujours au top niveau partout. Mais il y a des combats qu'il faut gagner, et notamment le combat de sa vie privée, associé à une vie professionnelle aussi épanouie. Parce que je pense qu'au bout du compte, ce qu'il faut faire, c'est prendre du plaisir. Voilà. Et moi, en tant qu'entrepreneur, j'en prends beaucoup, à la fois dans mes sociétés, mais à la fois aussi avec les gens avec lesquels je travaille, parce que le grand luxe qu'on s'attribue quand on est entrepreneur ou quand on est fondateur, c'est de choisir les personnes avec lesquelles on travaille. Voilà. Et ça, c'est un grand luxe qu'on n'a pas partout. Donc, il faut savoir le savourer. Alors, ce que je trouve très très intéressant, alors pour retraduire dans une grille de lecture indifférente, mais c'est juste par commodité, c'est qu'en fait, prendre une approche qui est très classique dans le milieu de l'entrepreneuriat sur des tâches, de dire est-ce que je peux la supprimer, oui, non, est-ce que je peux l'automatiser, oui, non, est-ce que je peux la déléguer, oui, non, et seulement au bout de tout ça, à la fin de l'organisation, il y a les choses sur lesquelles j'ai du plaisir et de la valeur ajoutée, mais c'est intéressant, je trouve, de se poser la question dans la vie personnelle aussi. Oui, alors je me suis fait mon petit algorithme de décision, vous voyez. Alors assez spontané, assez instinctif. Mais avant tout, je pense qu'on ne fait les choses bien que quand on aime les faire. Et c'est important de se dire, je prends du plaisir à faire ça, je prends du plaisir à développer ma boîte, je prends du plaisir là, par exemple, dans cette expérience que je renouvelle là avec Iapuka. On prend beaucoup de plaisir avec Valérie à être avec les jeunes, puisqu'on va les chercher dans les salons, on fait les salons des étudiants. Alors effectivement là, je ne suis pas mes règles puisque je travaille le week-end, vu que c'est le week-end, les salons des étudiants, mais on prend du plaisir à aller chercher ces jeunes, à leur expliquer comment on peut développer leur personnalité, comment on peut développer leur valeur ajoutée, comment ils peuvent exprimer, pitcher leur expérience, leur parcours, être fiers de ce qu'ils ont fait. Et puis on a surtout de très très belles gratifications ensuite par les parents, par les jeunes qui sont effectivement ravis de l'exercice et qui arrivent à avoir de très bonnes notes à l'oral, à avoir un peu l'école de leurs rêves ou l'emploi de leurs rêves. Alors, et sur ce sujet d'équilibrer, l'être humain étant ce qu'il est, avec toutes ces failles qui font un peu son charme, j'imagine que, notamment à différents moments sur les années, cette fameuse équilibre sur lequel tu mets une attention particulière, sur certains sujets ou à certains moments, tu es aux frontières. Il y a des fois où c'est plus difficile, il y a peut-être des sujets ou des petites tentations sur lesquelles c'est plus difficile. Ça serait quoi les zones sur lesquelles tu es aux frontières et prête presque à basculer ? Alors, je ne sais pas, c'est difficile à identifier. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a forcément des moments où on a un peu plus de difficultés. Il y a eu des crises, par exemple, de trésorerie fortes qui forcément vous déstabilisent. Il y a eu quelques bras de fer avec des actionnaires ou des salariés. Il y a eu des moments difficiles de choix entre telle croissance ou telle croissance, telle acquisition ou pas, tel chemin, telle stratégie ou pas. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours eu des choix un peu complexes, mais en fait, il faut les faire avec un maximum. Comme disait Pierre Belon, en fait, on prend beaucoup de décisions quand on est entrepreneur et il faut essayer de ne pas les regretter. Voilà, parce qu'elles ne sont pas toutes bonnes, forcément. On n'a pas fait que des choses sans erreur. Hein. On a fait des erreurs. Moi, j'ai fait quelques acquisitions qui se sont moins bien passées que ce que je pensais. Mais après, il faut se dire, OK, je l'ai fait, donc maintenant j'assume. Et comment je fais derrière pour pouvoir les transformer entre... quelque chose qu'on pourrait voir comme un échec ou le verre à moitié vide avec une opportunité et le verre à moitié plein. Voilà, donc je pense que le positivisme, c'est clé dans le statut et dans l'ADN de l'entrepreneur. L'optimisme, c'est clé aussi. Et d'ailleurs, on dit que le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Donc, il faut une vraie volonté. Et je pense que voilà, le moral doit être toujours au top niveau parce que des moments difficiles, il y en a toujours. Mais rassurez-vous, la colonne des moments fantastiques est largement supérieure à celle des moments difficiles.
Dans ton expérience, plutôt, je dirais, de mentorat, d'avoir rencontré beaucoup d'entrepreneurs, dans ton vécu, c'est quoi la règle que l'entrepreneur a le plus, surtout un entrepreneur qui a une volonté de croissance, a le plus de mal à garder pour structurer cet équilibre-là? Qu'est-ce qui, dans ton opinion, n'est pas facile à faire, on va dire? Ouais, je pense que c'est d'abord d'équilibrer sa vie privée et sa vie professionnelle, parce que forcément on est très aspiré par. C'est un projet de vie de créer, c'est pas anodin. Donc tout le monde doit être derrière cette création et ce développement. Donc sa famille, ses amis, son conjoint, ses enfants. Enfin voilà, c'est une vraie aventure humaine. Donc il faut être épaulé, hein, il faut être épaulé, il faut être porté, il faut être, comme on dit, supporté au vrai sens du terme par son entourage. Donc là aussi, il vaut mieux s'entourer de gens positifs. Hein. Les oiseaux noirs, il vaut mieux laisser de côté. Ceux qui vous expliquent que vous allez louper, que c'est pas bien, que c'est pas comme ça qu'il faut faire, qu'on aurait dû faire comme ça, il vaut mieux leur dire passez votre chemin. Moi, je reste avec les gens qui m'encouragent, même si on accepte la contradiction et qu'on accepte d'être stimulé, bien sûr. Donc il faut toujours essayer de préserver un peu cet équilibre vie privée, vie professionnelle. Je pense qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, des bons partenaires, des bons prestataires. Voilà, ne pas lésiner sur la qualité, que ce soit un expert comptable, un avocat, ou des talents. Il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai certaines fois des commerciaux qui ont été meilleurs que moi, tant mieux. J'ai des financiers qui connaissent bien mieux les chiffres que moi, et tant mieux. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de mettre des gens qui peuvent être plus forts que vous sur certains domaines. Je pense qu'il faut être polyvalent aussi. C'est vrai qu'un entrepreneur doit, en tout cas, essayer de comprendre tout ce qu'il fait et tout ce qui est décidé dans la société. Moi, au début, lire un pacte d'actionnaires, c'était pour moi un exercice compliqué. Voilà, maintenant, je comprends beaucoup mieux et j'arrive à décortiquer et à décoder le fameux wording, comme on dit. Voilà, la finance au début c'était compliqué, la gestion du cash et tout ça je l'ai, comme on dit, craqué pour pouvoir le comprendre et l'adopter. Ce qui reste toujours un peu une boîte noire, j'ai envie de dire, c'est l'informatique, parce que ça, la techno, l'informatique, c'est quand même un domaine un peu compliqué. Quand on vous dit il vous faut 3 jours pour développer ça, vous pouvez pas dire pourquoi, comment. Bon voilà, c'est 3 jours, d'accord, ok, bien chef. Voilà, mais sinon tout ce qui est marketing, commercial, digital, on doit comprendre tout ça. Voilà, la stratégie aussi. Donc voilà, donc après on se forme aussi pas mal sur le tas. Faut accepter aussi de se faire conseiller. Alors voilà, soit par des plus forts que soi, soit des experts, soit des coachs. Enfin voilà, je pense aussi que c'est important de pas être toujours tout seul à prendre toutes les décisions, de pas être toujours tout seul à décider, à implémenter. Voilà, parce que parfois on a des moments de doute. Voilà, donc il faut à la fois essayer de garder un équilibre, vie privée, vie pro. À la fois savoir s'entourer d'experts et de gens bien et de talents. Et puis toujours avoir cette donnée qui est voilà, je prends du plaisir dans ce que je fais et je continue à le faire parce que ça fonctionne aussi. Voilà. J'aime beaucoup l'accent que tu mets sur qui est quelque chose qu'on répète beaucoup, mais je pense qu'on ne peut pas le répéter assez, c'est très très important de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, parce que alors, je le dis de manière un petit peu cynique des fois, je dis si quand tu es ton propre patron, tu détestes ton job, c'est de ta faute. D'une manière ou d'une autre. Ouais, donc, et inversement, tu peux faire de ton job un job incroyable et ça tient qu'à toi. Il y a un moment dans ton parcours, dans ton aventure entrepreneuriale que j'aimerais bien qu'on discute ensemble, parce que je pense que c'est assez intéressant. C'est l'entre-deux. Parce que donc, tu as fait 16 ans, boîte qui a grandi en même temps que tes enfants, qui a été un très beau succès, j'imagine une très belle aventure avec beaucoup de chaos et de belles choses sur la route. Comment ça se passe l'après, l'entre-deux? Comment est-ce que tu décides de dire bon, attends, maintenant je vais faire Yapuka? Enfin, comment est-ce que tout ça s'est mis en musique pour toi? Comment? Alors, en fait, on prévoit pas tout. Hein. C'est vrai que quand j'ai créé en 2000, je me suis pas dit en 2005 je fais ça, en 2010, en 2015, en 2018. Alors, on essaie d'avoir une route quand même, une vision qu'on se trace dès le démarrage. Et puis après, c'est l'opportunité, c'est les rencontres. Voilà, c'est tout ce qui se passe qui crée en fait la courbe de croissance, ou en tout cas l'histoire. Moi, c'est vrai que quand effectivement en 2015, on a eu ce projet de cession, ouais, bien sûr, on a tous réfléchi. Après, on ne prend pas la décision tout seul. Hein. On est accompagné d'actionnaires, on a des salariés, on a un marché, on a des concurrents. Donc tout ça est un gentil mélange, ou moins gentil d'ailleurs, hein, c'est pas toujours gentil, un gentil mélange de décisions. Et puis, je pense qu'il faut construire l'étape d'après. Alors, il se trouve que moi, j'étais très aussi impliquée dans l'écosystème. Donc, j'avais aussi une existence hors de ma société. Parce que quand on met 98% de son énergie
hiérarchie de son existence dans sa boîte, le jour où on la cède, il y a un vrai baby blues. Donc là, effectivement, j'avais mis beaucoup dans ma boîte, bien évidemment, mais j'avais aussi une vie à l'extérieur et j'avais aussi une vie sociale, j'avais aussi une vie familiale, etc. Donc, en fait, il faut réfléchir au projet d'après. Voilà. Donc, il se trouve que moi, j'étais en train d'écrire un deuxième livre. J'ai écrit un premier qui s'appelle Entreprendre un peu beaucoup passionnément, où je raconte les 10 premières années de Canal CE. Ça n'avait pas encore changé de nom à l'époque, parce que je voulais partager. Je suis beaucoup dans la transmission et le partage. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Yapuka. Mais j'avais envie de partager en fait tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais compris au cours de ces 10 années, pour d'abord démystifier un petit peu le rôle qu'on peut sacraliser d'entrepreneur ou de créateur, en disant que c'est abordable à beaucoup de gens, mais aussi pour livrer un certain nombre de recettes un peu bon sens, logiques, simples, voilà, sur tout ce qui fait la création et le développement d'une entreprise, mélangé à ma vie privée, parce que c'est ça qui intéresse aussi le lecteur. Donc ça, c'est le premier livre. Et le deuxième que j'ai coécrit avec Evelyne Platnik-Cohen, qui est une amie entrepreneur, c'est #Ambition. Et donc, quand j'ai cédé la boîte, j'étais en train de finir ce livre. Pourquoi ? Parce que l'ambition, c'est un mot qui est assez mal placé au final, parce que quand on dit de quelqu'un, il est ambitieux ou elle est ambitieuse, c'est une petite critique sournoise, et quand vous dites de quelqu'un, il n'a aucune ambition, c'est une vraie critique. Donc je me suis dit, on va, avec Evelyne, essayer de redonner ses lettres de noblesse à ce joli mot, qui veut dire action, audace, enfin qui nous plaît. Et donc du coup, quand j'ai cédé, j'ai été en train de clôturer ce livre, et donc j'ai été aspirée assez vite par ce projet, par ce lancement et par cette promotion du livre. Donc j'ai beaucoup fait de conférences autour de ce bouquin. Donc ça a été une première, on va dire, premier projet post-session qui m'a permis de m'épanouir et de tout de suite retrouver une dynamique et ne pas se poser la question tous les matins de se dire qu'est-ce qu'on fait. J'ai par ailleurs continué à garder mes activités réseau, networking, dans les associations, dans les fédérations dans lesquelles je suis. Et puis j'ai aussi des postes d'administratrice indépendante dans des sociétés, qui sont des PME, qui sont aussi des grosses boîtes, que ce soit l'Olympique Lyonnais, AXA, Adux, Suris, voilà, j'ai quatre sociétés. Et puis, un an après, eh bien, j'ai eu ce projet avec mon amie Valérie Falala, qui avait déjà aussi démarré l'aventure avec moi sur Canal CE, et qui est une amie depuis 30 ans. Et donc, elle a 3 enfants, moi j'en ai 2, et on a toujours eu cette vocation d'accompagner nos jeunes sur cette carrière, on va dire, professionnelle avant la carrière, avant le concept pédagogique. Et donc on a recréé. Et donc ça m'a permis aussi d'avoir une deuxième aventure fantastique. Ça fait maintenant presque 18 mois. Et c'est toujours autant d'énergie, bien sûr. Ça ne se choisit pas. Créer une boîte, c'est beaucoup d'énergie. C'est une passion aussi. Parce que la passion, on parle du plaisir, mais la passion est une donnée importante. Donc moi, je suis une passionnée. On ne peut pas faire les choses à moitié, du bout des doigts, comme je dis dans mon premier livre. On ne peut pas y aller du bout des doigts, il faut y aller à fond. Et donc voilà. Et là, c'est une aventure différente parce que je suis associée. On est toutes les deux associées de yapuka.org, et c'est différent puisque Canal CE, en revanche, Calida, je n'avais pas d'associé. J'étais seule. Donc je vis un peu cette expérience différente d'être associée, et c'est plus sympa de pouvoir partager un certain nombre de décisions, de responsabilités aussi, et on prend beaucoup de plaisir aussi avec nos jeunes et puis avec nos équipes. Pour reprendre ce mot plaisir qui est pour moi très très important dans cette discussion et en général, qu'est-ce que tu avais envie de faire sur ce deuxième chapitre de vie entrepreneuriale ? Qu'est-ce que tu t'es dit ? Peut-être pas forcément en comparaison, mais est-ce que c'était la bonne personne, le bon moment, le bon sujet, tout s'est aligné et on y va, et quelque part la partition, tu la connais parce que la croissance reste ta passion, ou est-ce que tu t'es dit, bon, c'était super mon premier chapitre, pour le deuxième, parce que je suis à un autre moment de ma vie, parce que j'ai d'autres envies, parce que j'ai envie d'explorer d'autres choses, j'aimerais que ce soit comme ci, comme ça, un peu différemment. Alors en fait, on ne prévoit pas complètement. C'est vrai que je n'étais pas formatée pour reprendre tout de suite une aventure entrepreneuriale l'année d'après. Et puis il se trouve que j'ai eu cette opportunité parce que Valérie entraînait des jeunes régulièrement. Elle a aussi entraîné mes enfants à l'entretien oral pour entrer dans des écoles, pour entrer dans des stages, etc. Et donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être un business à monter, il y a peut-être un besoin qui n'est pas couvert. Et on a pris 3 étudiants HEC, puisqu'on est aussi jury souvent dans HEC Entrepreneur. Et ils nous ont aidés à formater en fait le business model, le projet, la boîte. Et après, on saute ou on saute pas dans le grand bain. Moi, j'ai eu envie de sauter et elle aussi. Donc, on s'est dit, allez, on y va. Alors,
qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, est-ce que je repars sur la création d'une société de 200 salariés ? La réponse est non. D'abord parce que je pense qu'à 50 ans, on a moins envie de recréer quelque chose, quoique je dis ça, mais peut-être ça se transformera. En tout cas, on s'en reparlera dans quelques années. Mais quand j'ai créé ma première boîte, j'avais un peu plus de 30 ans et donc voilà, c'est pas la même énergie peut-être aussi, hein, et puis c'est pas les mêmes enjeux. Mais on a envie de créer une entreprise qui tienne la route, qui se développe, qui amène une vraie réponse à des besoins de jeunes et de parents, parce que les parents sont aussi un peu angoissés sur l'orientation et sur ensuite les études de leurs jeunes. Et je me suis dit, je vais aussi prendre un peu plus de temps pour moi. Donc j'essaie de ne pas travailler le vendredi. Alors vous allez me dire, je travaille le week-end puisqu'on est sur les salons. Mais j'essaie de ne pas travailler le vendredi, de prendre un peu plus soin de moi. Et à côté de ça, en revanche, j'ai toujours un même rythme assez soutenu. Et j'ai envie de dire encore plus puisque mes enfants étant partis étudier à l'étranger, c'est vrai que j'ai toujours autant de soirées, de networking, de réseaux, d'interventions, d'implications dans des associations, voilà, je soutiens aussi bien du caritatif ou de belles causes comme Tout le monde contre le cancer avec Nicolas Rossignol qui est un président fantastique, comme bien sûr Croissance Plus, comme du mentorat, comme voilà, un certain nombre d'implications que j'ai et qui me plaisent et qui me passionnent. Et à côté de ça, j'essaie de développer ma société avec Valérie et on le fait avec beaucoup de plaisir, voilà, parce qu'au bout du bout, encore une fois, la passion, le plaisir, vous allez dire que je radote un peu, mais c'est deux notions qui sont clés et qui nous permettent de faire beaucoup, beaucoup de choses. Parce que, je veux dire, c'est vrai que voilà, on a un peu plus de 50 ans toutes les deux, et alors d'expérience professionnelle cumulée, mais aussi dans la maturité, et on se passionne toujours autant, et on met toujours autant d'énergie. Et ça, c'est vrai que, j'ai envie de dire, c'est une ADN que j'ai et que Valérie a aussi, et qui est clé parce que l'énergie, j'ai envie de dire, c'est un peu inné, même si ça se travaille. Voilà, il faut l'avoir, il faut le cultiver. Écoute, merci. On va arriver à la fin de cette discussion. Moi, je suis très à l'aise et j'ai très content du fait que tu radotes sur le plaisir, parce que je pense qu'on ne peut pas radoter assez sur cette notion-là. La question de fin que j'aime bien poser à la fin de ce type de discussion dans le podcast Yaniro, c'est... Tu as fait plusieurs interviews de différentes manières, tu as parlé de beaucoup de sujets, il y a des sujets que tu connais très bien. C'est quoi la question qu'on ne te pose pas, ou le sujet sur lequel on ne t'amène pas particulièrement et que tu aimerais évoquer dans ce petit temps qui nous reste? On a 2-3 minutes. On m'a posé beaucoup de questions, aussi bien sur ma vie professionnelle que sur ma vie privée. Qu'est-ce qu'on m'aurait pas posé comme question que j'aurais aimé évoquer? Oui, est-ce que c'est facile de reconstruire sa vie? Voilà, puisque je me suis effectivement séparée il y a maintenant quelques années. Le fait d'être chef d'entreprise, une femme avec bien évidemment de la personnalité et du caractère, vous l'avez un peu compris dans l'interview, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile finalement pour essayer de trouver une nouvelle personne qui accompagnerait ma vie et qui me permettrait de rester qui je suis, bien sûr, et d'avoir quelqu'un à mes côtés qui soit pas dans les critères ou dans le cahier des charges que je recherche, mais qui accepte peut-être d'être avec une femme de caractère, avec une certaine personnalité, un certain background, une certaine ambition aussi, de continuer aussi à être dans la vie professionnelle, de continuer à s'occuper de ses amis, de sa famille, de ses enfants, etc. Et voilà, et ça je pense que c'est un peu compliqué, en tout cas, de construire une deuxième vie. Voilà, j'ai construit ma deuxième vie professionnelle avec Yapuka, et ça se passe bien et ça se développe bien. C'est difficile de construire sa deuxième vie personnelle. Voilà. J'en profite pour poser une petite dernière question, parce que c'est l'occasion de peut-être pas se représenter tout de suite. L'entrepreneuriat au féminin, c'est quelque chose qui est vraiment aussi un drapeau pour toi que tu défends très bien. Là, on parle d'une question d'une deuxième vie en tant que femme, alors ça serait tout à fait possible en tant qu'homme. Ce podcast a vocation à être écouté par des entrepreneurs, hommes et femmes. Est-ce que sur ce sujet-là ou sur autre chose, il y a quelque chose que tu as envie de partager de particulier aux entrepreneurs femmes qui nous écoutent? Alors moi je leur dis, vous avez tout pour réussir, peut-être encore mieux que les hommes, sans faire de féminisme déplacé. Je pense que la femme a des qualités de polyvalence qui sont clés dans l'entrepreneuriat, a des qualités de pugnacité, d'empathie,
Je vais pas faire une liste à la Prévert, mais aujourd'hui, voilà, une femme. Enfin, moi, j'ai beaucoup recruté de femmes dans mes sociétés. J'avais même chez Calidea 65% de femmes parce que je les trouve compétentes, pugnaces, généreuses. La générosité, c'est un élément clé. Il faut savoir partager, il faut savoir accompagner, il faut savoir mentorer, il faut savoir intégrer. Voilà, je pense que le partage, chez Coca-Cola, on faisait beaucoup de best practice et de success story meeting pour pouvoir partager et être plus fort à plusieurs. Il vaut mieux être plus fort à plusieurs que très fort tout seul. Donc voilà, je pense que les femmes ont toutes les qualités requises pour être des chefs d'entreprise fabuleuses, qu'il faut juste ménager son équilibre vie privée, vie pro. Et ça, voilà, je pourrais faire du consulting là-dessus un jour. En tout cas, moi, j'ai exercé et j'ai surtout testé beaucoup de méthodes. Mais voilà, je pense que être une femme entrepreneur, c'est un très très beau métier et je les encourage à le faire. Voilà. Ce sera un très joli mot de la fin. Merci.